La campagne locale, les candidats à la mairie, ce soir 18h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un sujet qui m'intéresse et qui peut-être va vous intéresser. On va apprendre à s'habiller sans se ruiner avec la styliste Isabelle Réaume. On va aussi discuter d'un beau projet de cohabitation intergénérationnelle avec Mireille Leroux. Et aussi, on va parler du nouveau programme francophone de doctorat de premier cycle en pharmacie offert à l'Université d'Ottawa. Et pour en parler, Dr Christine Landry, qui est pharmacienne spécialiste clinique à l'hôpital Montfort. Et ce nouveau programme-là va apporter quelque chose de neuf, quelque chose de vivant à notre francophonie. Mais avant de parler du programme, j'aimerais qu'on rappelle un peu, pour les gens qui ne le savent pas vraiment, là, c'est quoi le rôle de pharmacien? C'est une bonne question, puis on reçoit cette question-là vraiment souvent. Fait que le rôle du pharmacien, là, c'est vraiment l'expert du médicament, mais celui qui nous aide à comprendre les médicaments. Qu'on soit un patient, une famille, le médecin qui a des questions, l'infirmière qui a des questions, tous les professionnels de la santé, là, le pharmacien est là pour vraiment démystifier les médicaments. Alors, le pharmacien, lui, il est là pour nous aider à comprendre le médicament. Le médecin, lui, son rôle, c'est quoi? Fait que dans le fond, si on dit le médecin, c'est le spécialiste du diagnostic. Le pharmacien peut être un peu l'expert du médicament. Fait qu'ensemble, on travaille pour vraiment mieux utiliser les médicaments. Fait que souvent, je vais recevoir des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire dans tel cas? J'ai tel diagnostic. Comment je peux aider le patient? Fait que vraiment, on travaille ensemble. Autant là, le médecin, le pharmacien, les infirmières, les autres professionnels de la santé, là, c'est vraiment un super travail d'équipe. C'est un travail collectif, donc il n'y a pas un sans l'autre. Fait qu'en fait, on travaille tous ensemble, pas un sans l'autre, puis c'est vraiment, on met le patient puis sa famille au centre, puis tout l'ensemble de l'équipe. Souvent, on se parle en arrière tu sais, ensemble pour vraiment s'assurer qu'on choisit le meilleur traitement. Là, il y a vraiment un travail qui est fait avant le choix du médicament, par exemple. Alors, vient ma question. Je ne sais pas si je pose une bonne question, mais est-ce qu'un pharmacien pourrait contredire le diagnostic ou bien même l'ordonnance d'un médecin? Fait que le diagnostic, potentiellement non, mais le traitement, on le fait vraiment en collaboration. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si souvent je vais demander, quelle est l'indication du médicament, mais si, par exemple, il y a peut-être une façon de mieux utiliser un autre médicament ou un autre traitement, souvent on va prendre le téléphone, on va parler ensemble, faire des suggestions, puis adapter le traitement pour que ça soit à la fin de la journée, là, on veut le meilleur traitement pour le patient. Fait que tout le monde veut la même chose. Alors, moi, j'ai vu votre titre, c'est pharmacienne spécialiste clinique à l'hôpital Montfort. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories de pharmaciennes? Il y a plusieurs rôles que le pharmacien peut prendre, oui. Puis, en fait, je travaille aussi comme coordonnatrice clinique, donc je coordonne toutes les activités cliniques des pharmaciens. Puis, je suis aussi clinicien-chercheur, donc j'adore faire de la recherche, j'adore l'éducation, puis j'adore travailler avec les patients. Donc, c'est vraiment un grand rôle, beaucoup de rôles à faire pour le pharmacien. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. Je retiens juste que vous travaillez collectivement avec tous les corps de métier, pharmaciens, médecins, peut-être même chercheurs, hein? Vous travaillez collectivement. Exactement. Puis en fait, le futur de la santé, c'est vraiment cette collaboration-là, les gens qui travaillent ensemble pour améliorer les soins de santé. Le slogan de la campagne du nouveau programme dont on va parler bientôt, ça m'a fait rire, puis j'ai voulu en savoir davantage. Ça dit, la pharmacie d'aujourd'hui, c'est plus que des pilules. Oui. Donc, fait que souvent, on a l'image... la suite. C'est ça. Souvent, on a l'image du pharmacien qui va compter des pilules puis qui va donner des pots de pilules aux patients. Mais en fait, ça a beaucoup, beaucoup changé le rôle du pharmacien. Puis on a une équipe extraordinaire. On a des techniciens en pharmacie qui nous aident à préparer les médicaments. On a des gens qui travaillent avec nous dans les pharmacies pour appuyer. Puis enfin, libérer le pharmacien pour qu'il puisse donner, par exemple, des conseils aux patients, parler avec l'équipe médicale, parler avec les infirmières, s'assurer que le pharmacien peut vraiment mieux aider à comprendre les médicaments. Et le pharmacien, donc, il a un rôle à jouer lorsque peut-être les techniciens en pharmacie sont en train de concevoir un médicament. Exactement. Fait que à tous les niveaux, le pharmacien, les techniciens en pharmacie, tous les gens travaillent ensemble, puis en fait, pour vraiment s'assurer d'offrir le meilleur traitement.
Beaucoup plus de respect pour les pharmaciens maintenant parce que la dernière fois, je pense que j'étais grippée, quelque chose comme ça, et j'étais fâchée. Là, je suis allée à la pharmacie et puis j'ai vu l'infirmière. Elle m'a vu, j'avais une petite ordonnance que j'ai l'habitude de prendre et puis elle a dit non, il faut que tu vois le pharmacien. Je dis mais pourquoi? Le médecin, il m'a déjà donné ça. Pourquoi je dois encore voir un pharmacien? Puis lui, il est venu apporter des questions et puis il m'a dit non, en plus de ça, tu devrais avoir autre chose. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir. Oui. Puis souvent, quand le pharmacien va regarder aussi toute la liste des autres médicaments, il va pouvoir dire, ah, celui-là, il n'est pas compatible. Celui-là, il serait mieux pour vous. Celui-là, il va faire que les autres médicaments vont moins être bons. Fait que dans le fond, c'est toute cette analyse-là. Ça prend du temps. Il faut regarder tous les médicaments, s'assurer qu'on a le bon. Fait que ça nous donne un rôle pour essayer de vraiment aider les gens à avoir le meilleur médicament pour traiter. Ça fait combien de temps, vos collègues et vous pensez à ce nouveau programme-là? Parce que c'est un programme assez unique. On va le dire après la pause, le pourquoi, mais ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Fait qu'en fait, mon rôle avec l'Université d'Ottawa, c'est d'aider pour développer le nouveau programme, mais c'est la 4e fois que l'Université d'Ottawa a une tentative pour faire un programme la 4e fois? Oui, de faire une tentative d'un programme de pharmacie en français. Donc, cette fois-ci... Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Sur nos voies navigables, un décès sur 3 est causé par la navigation de plaisance avec les capacités affaiblies. Ne naviguez jamais si vos capacités sont affaiblies. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Quatre tentatives, il faut que je le mentionne. Enfin, on pourra avoir accès au nouveau programme francophone de doctorat de premier cycle en pharmacie. Et toujours avec moi, le docteur Christine Landry, qui, avant la pause, nous a expliqué que le pharmacien, c'est pas juste quelqu'un qui nous donne des pilules, mais il porte plusieurs chapeaux. Il fait de la recherche aussi, en collaboration avec les médecins et autres. Et là, maintenant, j'ai envie de savoir les études qui vous ont poussé à établir le contenu du programme, parce que j'entends dire que c'était un problème de barrière linguistique. Il n'y avait pas beaucoup de francophones. Oui, exactement. Fait qu'il y a quand même assez d'études qui ont démontré des besoins. Puis on parle en santé, les besoins des francophones. Puis on sait que les francophones qui sont servis dans leur langue vont avoir des meilleurs soins. Récemment, il y a un article qui a été publié qui a montré que juste avec les médecins de famille, si tu es servi dans ta langue dans les hôpitaux, par exemple, ça va augmenter la sécurité, diminuer le nombre de jours que tu passes à l'hôpital. Donc, si on fait le même lien avec la pharmacie, définitivement d'avoir un pharmacien qui nous parle
parle en français quand on est francophone. Ça peut nous aider, par exemple, à mieux comprendre nos médicaments, mieux lire les étiquettes, faire moins d'erreurs avec nos médicaments. Donc, ça a un impact important. Parlant des erreurs, il me semble que vous avez travaillé sur un projet de recherche que je trouve assez intéressant sur l'impact émotionnel des erreurs liées aux médicaments sur les pharmaciens parce que, ouf. Fait qu'en fait, oui, on a fait un projet de recherche avec une résidente en pharmacie, puis elle a regardé l'impact émotionnel sur les pharmaciens quand il y a des erreurs de médicaments qui arrivent dans les hôpitaux au Canada. Donc, ça a un impact. C'est pas quelque chose qui est souvent discuté, puis les pharmaciens peuvent avoir besoin de support, comme les médecins, comme les infirmières, s'il arrive une erreur liée aux médicaments. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour les supporter? C'est ce qu'on a regardé dans ce projet-là. Alors, j'imagine que les résultats de ce projet-là vont quand même aider aussi le contenu que vous allez offrir dans ce programme, parce qu'il faudrait qu'il soit préparé à tous les bons et les mauvais coups de ce métier-là. Oui, fait que c'est un bon point parce que quand on forme les futurs pharmaciens, on ne parle pas nécessairement toujours de, justement, les erreurs qui arrivent, puis comment qu'on peut être préparé à faire face à ça. Donc, définitivement, c'est quelque chose qu'on va considérer dans notre nouveau programme là, pour s'assurer de répondre aux besoins. Et pourquoi on dit que ce programme-là, il se démarque? J'ai envie de savoir, c'est quoi sa particularité? Il se démarque des autres faits au Canada, mais aussi dans le monde. Oui, fait qu'en fait, on a développé un programme de rien. On est parti de rien, puis on a développé un programme. Fait qu'on a regardé tout ce qui se fait partout dans le monde, les meilleures évidences, comment former les professionnels de demain. On appelle ça une approche par compétence. On a vraiment été voir tout ce qui est le meilleur pratique, puis on a été capable d'insérer ça dans un nouveau curriculum. Est-ce que la COVID, qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID aussi, ça a influencé le contenu du programme? Parce que la COVID a changé beaucoup de choses. Fait que définitivement, ça a un impact sur comment qu'on regarde, par exemple, comment qu'on fait maintenant la télémédecine, la télépharmacie, comment qu'on adapte nos soins de santé. Fait que ça a un impact sur le système de santé. Il faut préparer les pharmaciens de demain aussi à répondre aux besoins. Selon vous, je ne sais pas si vous avez des statistiques, je ne sais pas, mais est-ce que les gens qui étudient en pharmacie habituellement, c'est plus des femmes ou des hommes? Les gens sur le milieu du travail en pharmacie, ça a tendance à avoir plus de femmes, mais j'ai pas la proportion de pourcentage exact. Je pense que dans le domaine de la santé en général, il y a eu un changement dans les dernières années là, où il y a beaucoup de femmes qui étudient dans le domaine de la santé. Fait que la pharmacie suit la même tendance. On va dire 50-50 là parce que on s'implique tous là de manière équitable de plus en plus avec notre ère qui change beaucoup de mentalité. Alors, quel est le profil d'étudiant parfait que ce programme atteint? Fait que si quelqu'un est intéressé à faire une différence dans la santé, à parler aux patients, à travailler en collaboration avec l'équipe de soins, les médecins, les infirmières, quelqu'un de proactif, dynamique, qui aime prendre des initiatives, résoudre des problèmes, la pharmacie est un domaine à considérer. C'est bon à savoir. Et puis, autre chose, c'est que dans ce programme-là, vous allez avoir des cours interactifs. Je le vois ici, des laboratoires pratiques, des sessions d'apprentissage. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est les 40 semaines de stage pratique. Parce que ça va se faire, comme on l'a dit, en milieu minoritaire. Majoritairement en milieu minoritaire francophone. Fait qu'en fait, la mission du programme, c'est vraiment de former des pharmaciens bilingues, mais pour répondre aux communautés francophones minoritaires. En premier lieu en Ontario, puis ensuite dans le reste du Canada, si on peut appuyer. Est-ce qu'on sait, on s'attend à combien d'étudiants pour la première cohorte? 50 étudiants par cohorte, donc 50 étudiants par année. Ouf! Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est peu? C'est peu, mais c'est mieux que ce qu'on a actuellement. C'est vrai, j'imagine. Hein? OK. Alors, donc, les inscriptions, comme je l'ai dit avant la pause, ont commencé depuis le 15 septembre 2022 et en janvier 2023, ça va s'arrêter. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient? Fait qu'après ça, les gens qui vont appliquer dans le programme, on va regarder leur dossier, il va y avoir des entrevues, puis les gens vont être sélectionnés pour commencer la première cohorte l'année prochaine en septembre 2023. Puis ensuite, on va pouvoir commencer le même processus pour l'année suivante. On va y aller de manière personnelle. Là. Je pense que ce sera l'une de mes dernières questions. Bon, après 4 tentatives pour pouvoir mettre sur pied un programme de même, quel est votre sentiment, vous? On aime dire que cette fois-ci, c'est la bonne. Les étoiles sont alignées. On a vraiment démontré qu'il y avait un besoin pour les francophones en milieu minoritaire. Puis le pharmacien, il est accessible en première ligne. Puis c'est le professionnel le moins accessible en français au Canada en milieu minoritaire. Donc, on peut faire une différence.
Félicitations à vous, à toute votre équipe. Et puis, on espère vous revoir ici, là, peut-être pourquoi pas, pour nous parler de l'avancée de ce programme. Alors, pour les gens qui nous regardent à la maison, je vais encore faire un rappel pour le nouveau programme francophone de doctorat de premier cycle en pharmacie. C'est l'un des meilleurs au monde. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.uottawa.ca. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 septembre 2022 et s'étendent jusqu'en janvier 2023. Nous, on va prendre une pause et juste après, on va parler de la cohabitation intergénérationnelle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Avant la pause, on va parler maintenant de cohabitation intergénérationnelle. Et qui de mieux pour nous en parler que Mireille Leroux des Habitations Partagées Mirella. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. La première fois qu'on a eu à parler, Mireille, tu nous parlais de ton très, très beau projet. Mais avant de rappeler aux gens qu'est-ce que c'est que ce projet, tu nous parles d'un événement. Tu es à un événement spécial en ce moment. Oui, je suis au Salon de l'innovation sociale qui est offert par l'Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, qui est affilié à l'Université Saint-Paul. Et ici, aujourd'hui, une quarantaine d'exposants communautaires. Alors, le thème cette année, en passant, c'est comment combler le fossé intergénérationnel. Alors, je suis très contente d'être ici et de rencontrer d'autres organisations qui s'intéressent à ce phénomène de l'intergénérationnel. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer voir les stands? Est-ce que ça bouge là-bas de votre côté? Oui, ça bouge. Alors là, je ne suis pas directement dans l'atelier comme tel, mais il y a beaucoup d'énergie. On sent que les gens cherchent des solutions innovatrices pour répondre aux besoins, aux enjeux sociétaux du 21e siècle, quoi. Parlant de solutions innovatrices, là, vous en avez une. Vous avez lancé les Habitations Partagées Mirella et j'ai envie de savoir l'historique ou bien de rappeler aux gens qui nous regardent l'historique de ça. Oui, justement, notre projet a été incubé à l'Atelier d'innovation sociale et notre projet consiste à mettre en relation et soutenir des personnes qui cherchent à partager leur habitation. Ces personnes sont souvent des personnes âgées qui vivent seules, souvent des femmes, et on les jumelle, on les accompagne dans le processus du jumelage et de la cohabitation pour trouver une personne convenable pour partager leur habitation. Et souvent, ce sont des étudiants qui cherchent un logement abordable et en échange de petits services autour de la maison, l'étudiant reçoit un rabais sur le logement. Donc, on comble ou on répond à plusieurs enjeux. On parle de briser l'isolement social des aînés, mais de l'étudiant aussi.
On parle de aussi offrir un logement sécuritaire et abordable à une autre personne et aussi de maintenir une personne qui veut vieillir à domicile. Ça, c'est un très bon point, là. Surtout, ce dernier point, là, il revient de plus en plus parce que les personnes aînées désirent vieillir à domicile et puis avoir les services des services dont elles ont besoin parce que avec tout ce qui change maintenant, là, je pense que c'est mieux que les personnes aînées restent dans leur environnement et quoi de mieux que d'avoir quelqu'un pour les accompagner. Mireille, chaque personne qui lance un projet a une histoire. Je veux savoir c'est quoi la vôtre. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce désir-là d'aider les personnes aînées? On sait que le logement il y a une crise du logement en ce moment et personnellement, moi-même, je ne voyais pas vivre seule à la maison, donc je me suis dit, il faut absolument trouver différentes options et justement, on a fait des consultations communautaires au mois de mai dernier où une quarantaine de personnes ont participé pour savoir c'est quoi leurs besoins en matière de logement. Maintenant, aujourd'hui, mais aussi dans le futur, et qu'est-ce qu'ils savent sur les différentes options de logement alternatives? Est-ce qu'ils ont déjà fait l'expérience? Qu'est-ce qu'ils voient comme avantage ou inconvénient? Et ce qui en est ressorti, c'est évident, les gens désirent vieillir chez soi, premièrement, aussi longtemps que possible, mais avec des services. Parce que vieillir seul à la maison, c'est pas idéal. Mais non. Et donc, nous, on veut offrir une option dans ce processus du vieillissement. Donc, on ne dit pas que c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment, mais ça compte peut-être un besoin à un certain moment donné dans la vie d'une personne. Aussi, ce qu'on a vu dans les consultations, c'est que les gens cherchent des modèles plus petits, à taille humaine, où il y a de l'interaction, où tu as ton espace intime, mais où il y a la possibilité d'interaction avec les autres, et aussi de construire des maisons non traditionnelles qui offrent l'opportunité de créer des interactions avec l'intergénérationnel. Alors, l'intergénérationnel, on en parle de plus en plus. Est-ce que vous avez des contacts avec, ou vous avez déjà travaillé avec des organismes communautaires? Il me semble que je vous ai vu dans le magazine Vivre plus de la Farfo. Je me demande si c'est une collaboration qui est encore d'actualité. Oh oui, la Farfo est la voix politique des Franco-Ontariens et on vient tout juste de partager notre rapport des consultations avec eux. Et ils nous appuient. Nous sommes une des solutions à offrir dans le contexte du vieillissement. Eux regardent à différentes options, mais c'est ça, c'est d'avoir plus que 2 options, qui est la résidence pour personnes âgées et vieillir chez soi. On veut d'autres options qui créent des liens significatifs entre différentes personnes, de retourner à cette idée du village, de la communauté qui s'entraide, des projets communautaires solidaires. Il y a quelque chose qui, moi, j'aimerais qu'on éclaircisse quelque chose pour les gens qui nous regardent. Oui, c'est un programme, c'est un projet qui est accessible à tous. Tout le monde n'est pas obligé d'y adhérer, mais c'est accessible à tous. Quel est le processus? Parce qu'une personne aînée qui est à la maison, oui, elle veut vivre avec quelqu'un pour briser l'isolement social, mais elle veut être aussi en sécurité. Donc, comment vous faites vos recherches? Comment vous faites vos suivis pour savoir avec qui je jumelle qui? On a tout un processus en place. Alors, quand on rencontre une personne, on s'assure premièrement si la dame ou la personne senior est autonome, capable de prendre soin de soi-même, hein, parce que il faut que la personne soit quand même capable de s'occuper de soi-même. Et il y a un profil assez détaillé dans lequel on pose des questions pour savoir c'est quoi leurs préférences, qu'est-ce qui les mettrait en sécurité, est-ce qu'ils cherchent une jeune personne, un jeune professionnel? On va assez en profondeur dans leur mode de vie, comment ils fonctionnent, et on fait la même chose du côté de la personne qui cherche un logement. On vérifie, on fait des références, on vérifie le casier judiciaire. Alors, tout l'aspect sécuritaire, c'est certain qu'il faut encadrer ça. Oui.
Et c'est très important parce que notre service est axé sur les besoins, mais aussi sur la sécurité de tous les participants. Alors, je vais te garder avec moi, Mireille. On va prendre une pause et puis on va revenir juste après pour parler des beaux projets que tu as concernant la cohabitation intergénérationnelle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Toujours de cohabitation intergénérationnelle, de habitation partagée. Mirella, c'est l'organisme qui a lancé ce projet pilote. Là, et avec moi, Mireille Leroux. Mireille, avant la pause, on parlait du pourquoi vous avez lancé le projet intergénérationnel de cohabitation intergénérationnelle pour aider les aînés à mieux vieillir chez eux, aussi en sécurité, avec des personnes qui vont les accompagner pour briser aussi l'isolement social. Il y a un autre point que je trouve assez intéressant. Vous voulez favoriser la création de liens entre culture et génération. Et ça, c'est important. Oui, absolument. On sait que, bon, le logement comme tel, l'architecture du logement, c'est important d'être confortable, que ça soit accessible, que ça soit abordable. Mais il y a tout l'aspect à l'intérieur du logement. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la création de liens humains, on sait que ça a un effet bénéfique sur la santé mentale, la santé sociale de nos personnes âgées, mais des plus jeunes aussi, de toute personne. Alors, c'est important aussi de commencer à justement partager nos expériences de vie entre générations pour justement créer des solutions innovatrices à nos problèmes qui sont de plus en plus complexes. Chez nous, je vais te parler de mon pays d'origine. Là, chez nous, les personnes aînées, c'est un livre de sagesse. Donc, c'est important de les avoir toujours à côté pour aller chercher des conseils, pour aller chercher plein d'informations sur la vie en général. Et c'est bon de jumeler la jeunesse aux personnes aînées parce que c'est pas juste pour les aider, c'est pour apprendre aussi d'eux. J'ai manqué votre dernière phrase. Ma dernière phrase, j'étais juste en train de dire que ce que vous êtes en train de faire avec ce projet pilote, là, ce n'est pas juste pour aider l'un et l'autre. Donc, on parle des personnes aînées d'un bord et puis des jeunes d'un autre bord, mais c'est aussi pour permettre, comme vous l'avez mentionné, là, le partage de sagesse. Oui, le partage, l'entraide, la solidarité entre les générations qui va devenir de plus en plus importante, je crois. Je vois que vous avez réussi, grâce à vos services de jumelage, à jumeler une étudiante de Mongolie avec une seigneur d'Ottawa. Comment vous avez fait ça? Comment ça s'est fait? La connexion, j'ai manqué encore, Claude Andrea, désolée. On commence à être un peu habitué au virtuel, on va pas paniquer, là, on maîtrise qu'est-ce qui se passe. Ce que j'étais en train de poser comme question, c'est votre service de jumelage que vous avez réussi à faire entre une étudiante de la Mongolie et une seigneur d'Ottawa.
Oui, alors ça vient tout juste d'arriver récemment. Une jeune étudiante qui me téléphone de la Mongolie, qui cherche un logement et que j'ai été capable de jumeler avec cette dame dans la région d'Ottawa, francophone. Alors ici, on parle pas juste d'un jumelage intergénérationnel, on parle d'un jumelage interculturel. Et quelle joie de l'avoir accueilli ici. J'ai vu tout de suite la différence qu'une agence ou une organisation comme la nôtre peut faire pour justement aussi faciliter l'intégration de cette jeune personne dans sa nouvelle ville, dans sa nouvelle université. Alors, j'ai facilité justement des contacts avec des gens à l'université, mais aussi la dame qui l'accueille avec son chien. Et c'est la jeune étudiante avait un chien en Mongolie, alors tout ça a fait en sorte, voyez-vous, la compatibilité, les affinités qui ont permis un très beau jumelage. Moi, j'ai envie de savoir comment elle a réussi à avoir votre contact depuis la Mongolie. Alors, magnifique. L'Association des étudiants de l'Université Saint-Paul nous appuie dans notre projet. Ils ont annoncé qu'il y avait une cohabitation disponible et cette jeune dame a téléphoné tout simplement. Alors, il faut avoir des contacts pour nous faire connaître, c'est certain, parce que les gens ne pensent pas à ce genre de modèle. Alors, il faut de plus en plus se faire connaître dans la communauté. Et je pense que c'est une expérience et si on est capable de justement montrer que ces jumelages sont vraiment enrichissants, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui oseront tenter l'expérience. Et puis là, c'est la rentrée, là, c'est septembre. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux, je peux le dire, là, qui sont en train d'arriver en ce moment. Fait que de travailler avec l'Université Saint-Paul, c'est un bon point. Mais est-ce que vous pensez à travailler avec d'autres universités ou collèges de la région? Parce que ça pourrait aider plein d'étudiants internationaux. Oui, alors j'ai créé un contact avec la cité collégiale et justement, j'ai parlé à une jeune étudiante que je vais rencontrer demain. Elle vient du Congo. Et donc, j'ai une autre dame senior qui est en recherche d'un étudiant international. Donc, ce sera possiblement notre deuxième jumelage. Et il y a septembre, mais il y a aussi janvier où il y a des étudiants qui vont arriver en janvier pour le semestre. Oui, et j'ai aussi fait un contact avec l'Université d'Ottawa, avec la vice-rectrice associée à la recherche et l'innovation qui s'intéresse beaucoup au phénomène de l'âgisme et de l'intergénérationnel qui, elle, serait intéressée à collaborer possiblement pour une étude longitudinale, pour justement voir comment ce genre de projet améliore la qualité de vie. En ce moment, est-ce que, Mireille, tu es capable de nous dire combien d'unités tu as de disponibles? Combien de personnes à jumeler tu as déjà? Alors, en ce moment, j'ai une personne qui cherche. Et donc, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de faire, on est à la recherche, donc notre projet pilote, on est à la recherche de personnes seniors qui voudraient tenter l'expérience, accueillir quelqu'un chez soi. Et les étudiants, je pense que ça va être plus facile de recruter à travers les annonces, les sites des associations étudiantes, mais les personnes seniors, alors donc je lance un appel spécifique aux personnes de s'intéresser à ce genre de projet, de l'essayer. On peut juste l'essayer. Et puis, il y a autre chose qu'on voulait lancer comme information, Mireille. Il y a qu'est-ce qui s'en vient pour le 28 septembre, le groupe de discussion? Oui, le 28 septembre, le Conseil du vieillissement d'Ottawa organise un groupe de discussion, un town hall, qui est spécifique au sujet du logement adapté à l'âge. Donc, c'est de vraiment mettre à la lumière aux conseillers municipaux, au public, qu'il faut trouver d'autres solutions pour accommoder le processus du vieillissement. Parce qu'il faut savoir que d'ici 2035, on parle qu'on pourrait atteindre jusqu'à 25% de la population qui serait âgée de 65 ans et plus. Donc, il faut avoir plus qu'une option dans notre coffre d'outils. Et le Conseil du vieillissement mettra en lumière la communauté de retraite naturelle qui serait genre
un pâté de maison ou un édifice où des gens se regrouperaient avec des valeurs communes et où on aurait des services à domicile, mais on veut que les gens gardent leur autonomie et qu'ils s'occupent et qu'ils prennent les décisions. Donc, c'est pas une entreprise ou une industrie qui s'occupe des personnes âgées. Oui! Et c'est ça qu'on veut, parce que c'est ça que les gens ont dit. Ils veulent garder leur autonomie et continuer de faire leurs décisions. Alors cet événement-là, vu qu'il est organisé par le Conseil sur le vieillissement à Ottawa, est-ce qu'il va se faire en ligne? Est-ce qu'il va se faire sur place? C'est en ligne. C'est en ligne? OK. Donc, il faut aller sur le site web du Conseil sur le vieillissement pour avoir plus d'informations. Oui. Alors, c'est mercredi à 6h30, 18h30. Donc, allez sur le site et vous inscrire et vous recevrez un lien pour participer à cette groupe de discussion. Merci beaucoup, Mireille. On t'a pris beaucoup de temps parce que tu es au Salon là-bas de l'innovation. On va te laisser aller et puis on te souhaite bonne chance pour cette journée-là. Merci, Claude Andrea, et à la prochaine. À la prochaine. Alors, vous autres à la maison, si vous êtes intéressés par ce beau projet de cohabitation intergénérationnelle qui a été lancé par les habitations partagées Mirella, le site web, c'est le www.hpmirella.ca. Et puis, comme Mireille vient de le mentionner, il y a une très belle discussion qui s'en vient le 28 septembre à 18h30 autour de ce sujet-là qui est organisé par le Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Le site web, c'est le www.coaottawa.ca. Vous allez avoir toutes les informations et avoir le lien de connexion. On va prendre une pause et après la pause, on va apprendre à s'habiller chic et à moindre coût avec la styliste Isabelle Réaume. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. Maintenant mode avec Isabelle Réaume qui est styliste et propriétaire de la boutique Luxe Unique. Et on veut parler de tout le parcours qui l'a mené à ouvrir cette belle boutique là, une boutique de seconde main. Déjà, pourquoi être intéressé par la mode seconde main? C'est commencé assez tôt, je crois. À l'université, j'allais dans des friperies avec une de mes bonnes amies. Puis j'aimais le fait qu'il y avait juste un morceau de chaque. Donc après, tu ne pouvais pas le retrouver nécessairement ailleurs. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, c'était la même chose d'aller dans une belle friperie que d'aller dans un magasin de vêtements neufs. C'était comme égal. Donc, c'est ça, ça a commencé à faire partie de ma vie assez tôt à l'université, dans la jeune vingtaine. J'ai entendu dire quelque part, je devrais dire, j'ai lu quelque part que Isabelle, tu avais le coup d'œil aussi, parce que pour quelqu'un qui travaille dans la mode, là, il faut vraiment avoir le coup d'œil.
quelque chose que j'ai pas, moi. Oui, bien, je pense, je l'avais beaucoup pour les autres. Souvent, mes amis me demandaient naturellement, avant que je fasse ma formation de styliste, ils me demandaient mon avis, viens-tu magasiner avec moi? On dirait que j'étais comme bonne pour leur sortir des morceaux qui leur faisaient bien, ou celles qui aimaient moins magasiner, dire, bon, ben viens avec moi, là, puis essaye ça, puis les faire sortir de leur zone de confort aussi. Okay. Non, j'aime pas ça. Ben, essaye-le, puis tu verras. Puis si je me trompe pas trop souvent. Pas trop souvent. Et puis, il faut dire que tu as fait un changement de carrière en 2012. Oui, 2012, j'ai commencé ma transition. Oui, moi, j'ai fait mon bac ici à Ottawa, à l'Université d'Ottawa en communication. Donc, j'ai travaillé en communication. Je fais encore des contrats. Je garde ma main aussi en communication, surtout en rédaction, pour pas perdre la main, justement. Mais oui, en 2012, j'étais au fédéral, puis... J'ai comme eu envie, je sais pas si c'était la crise dans la trentaine ou quoi, j'ai comme eu envie de faire un changement. Puis c'est ma meilleure amie me demandait, elle dit, si t'avais pas de contraintes, là, tu ferais quoi? Puis tout de suite, je lui ai dit, je serais styliste de mode. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches pour aller faire où je pouvais aller faire ma formation. Mon patron a accepté de me donner un congé sans solde quand je devais être à l'extérieur pour la formation. Donc, tout s'est comme mis en place. Là, je me suis dit, j'ai pas le choix de le faire. Donc, j'ai fait ça, puis j'ai gardé mon emploi à temps plein pendant presque un an. Puis après, j'ai fait le saut. J'ai décidé de quitter la sécurité et de me lancer dans le vide. Exactement. J'allais parler de ça, la zone de confort pour, on va dire, un entrepreneur, parce que après ce move-là, Isabelle, t'es devenue une entrepreneur à part entière. T'as pas eu peur? Ah oui. Puis je mentirais que dire que les premières années, c'était facile. J'ai eu des mois que je me disais, oh mon Dieu, comment je vais payer mon hypothèque? Oui. Donc, j'ai fait des choix pendant ce temps-là. On dirait que je le savais aussi, tu sais, quand tu parles à beaucoup d'entrepreneurs, que c'est les 3 à 5... Ça prend 3 à 5 ans avant vraiment de se placer. Hein? Oui, donc je le savais. Fait que j'ai gardé ma vieille voiture, j'ai vendu ma maison, je me suis en allée en condo. Donc, j'ai fait des choix de vie. J'ai pas voyagé ou presque pas. Mais... des fois, quand je me disais, voyons, ça va pas bien, je me disais, mais pourquoi je le fais? Puis je revenais tout le temps, pourquoi je veux faire ça? Puis, sois patiente, puis ça va fonctionner. Mais il faut que tu y crois parce que tu as des tas de ta vie qu'il y a juste toi-même qui y croit, personne. Tout le monde dit, je pense que tu es tombé sur la tête. Donc, mais... avoir une tête dure, ça a aussi des bons côtés, dont celui-là. Ah oui. Alors, le pourquoi qui, toi, te ramenait dans tes bottes, c'était lequel, plutôt? Bien, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'aime travailler, mais j'aime avoir de la liberté. C'est pas vrai que je travaille toujours de 9 à 5, du lundi au vendredi, mais quand on aime ce qu'on fait... Hier, j'ai travaillé toute la journée dans ma boutique, j'ai fait des photos pour le site web. Ça me fait plaisir. Pour moi, c'est pas une journée, c'est un beau dimanche pour moi, ça. Donc, j'aimais cette liberté-là, mais comme je peux être ici un lundi, puis ça dérange personne non plus. Puis aussi, j'aime ce qui me rend le plus heureuse, c'est quand j'aide les femmes à trouver des morceaux qui leur fait tellement bien, puis ça se voit dans leur visage quand ils trouvent quelque chose, puis le pouvoir du vêtement est vraiment, vraiment réel. Donc, on le voit, hein, quand on se met quelque chose, ça nous fait bien. Du coup, on commence à mon Dieu, oui, ça paraît dans le visage. Puis, et l'inverse aussi. Les vêtements peuvent vraiment jouer. Donc, d'aider les femmes à trouver des vêtements dans lesquels elles se sentent belles, confortables, bien dans leur peau, bien, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Puis, je pense que vu que tu as dit les 3 à 5 années d'un entrepreneur, c'est toujours difficile. Comment toi, tu as vécu ça? Je pense que tu faisais même la boutique à la maison. Oui. Ça a commencé chez nous. Dans mon salon. Après ça, c'était dans la chambre des maîtres. Donc, je remets dans le bureau. Et que ça a été... là, ça grossissait. Donc, jusqu'à temps que j'aille mon bureau séparé. Oui, mais pour limiter les coûts, dans le fond. Puis justement, avec... puis c'était ça. Ma 5e année, là, ça a vraiment commencé vraiment à débloquer. Puis la façon que les gens voient le second main a beaucoup évolué aussi. Je l'ai vu. Moi, ça fait 6 ans et demi que j'ai commencé. Puis... ça a vraiment changé les mentalités, là, beaucoup grâce à la jeune génération. J'allais arriver à ça. Quelle était, voilà, je trouve mon mot, quelles étaient les réticences des gens 6 ans auparavant? Je crois que c'est la connotation qu'on associe aux secondes mains. On associe ça à une expérience qui n'est pas toujours agréable. Donc, d'aller dans des places où on peut faire des belles trouvailles, mais que
on ne sait pas d'où ça vient, ça a-tu été lavé, des fois, c'est tout mélangé, il y a des choses qui ne sont pas en bon état. Donc, moi, je voulais rendre l'expérience du seconde main aussi agréable que magasiner des vêtements neufs. Ah, il faut voir ton site web pour confirmer qu'est-ce que tu dis. Oui, donc, je suis d'accord. c'est ça. Donc, les gens me disaient, oui, mais là, je ne sais pas qui l'a essayé, je ne sais pas ça vient d'où. Mais comme je dis toujours, je dis, quand tu vas dans un grand magasin que tu essaies des vêtements, ça se peut qu'il y ait 20 personnes qui l'ont essayé avant toi. Ah oui! Donc, c'est probablement, moi, ça arrive tout propre, souvent du nettoyeur. Si je vois une tache, je vais le laver moi-même. Donc, je passe tout à la vapeur, au défroisseur, donc c'est impeccable. Et qu'est-ce que la jeune génération est venue changer à cette idée qu'on avait de la seconde main? Bien, je pense que les autres, c'est le fast fashion et beaucoup, ils réalisent que ça fait à la planète, ils sont beaucoup plus écologiques que l'autre génération. Donc, ils sont... Puis, je pense qu'avant, on dirait qu'il y avait une mentalité de je peux pas reporter mes vêtements, il faut que j'aille toujours quelque chose de nouveau. Ils sont moins porteurs de ça, eux. C'est plus, je vais aimer mes vêtements, je vais les porter, je suis fière d'avoir quelque chose qui est différent. J'ai mon propre style, c'est pas la mode qui me dicte comment je m'habille. Merci. Oui. Merci. Oui. Merci. Moi, là, je suis pas quelqu'un qui suit la mode. Là, comme, est-ce que ça me fait bien? Est-ce que la couleur me plaît? Je suis partie, là. J'ai pas besoin de suivre. Parce que la mode, elle change à tout le temps. C'est fou. Avant, là, je dirais, quand on était plus jeune, là, je me souviens, il y avait 2, 3, peut-être 4 saisons dans l'année que les vêtements changeaient, mais 2. Tu avais l'automne, la rentrée, puis tu avais le printemps-été. Maintenant, je pense que dans les boutiques, tu y vas une fois par mois, c'est pas le même stock. Non. Mais on est rendu à 12 saisons. Fait que, c'est un peu comme la technologie. On a tout le temps l'impression qu'on suit pas. Comme on dit, société de consommation. Oui. Là. Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se détacher de ça, mais c'est plus difficile pour notre génération qui est habituée à vraiment évoluer avec ce fast fashion-là qui a beaucoup changé dans les 10, 15, 20 dernières années. Puis, il y avait aussi, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, tu me diras si j'ai tort, cette idée du seconde main, là, ça vient aussi avec, si j'achète du seconde main, ça veut dire que j'ai pas suffisamment d'argent. Oui. Alors que non, ça n'a pas rapport du tout. Non, j'ai des clientes qui ont toutes sortes de budgets. Puis du seconde main, on peut avoir du seconde main de luxe. Donc, qui coûte beaucoup plus cher que quelque chose de neuf à un autre endroit. Donc, non, je pense que c'est plus... je pense que ça a changé beaucoup. Mais oui, c'est associé quand nous, on était plus jeunes ou à l'époque, c'était les gens qui n'avaient pas beaucoup de sous qui allaient magasiner du seconde main. Donc, c'est quelque chose c'est comme une vieille mentalité mais qui a beaucoup changé. Et puis, il y a quelque chose que tu as dit que je suis tout à fait d'accord avec, là. Quand tu vas en magasin, tu risques d'avoir une tenue que tu vas porter dans une soirée et que ta voisine de table a la même tenue. Oui. Alors que quand tu pars dans des magasins de seconde main, c'est unique. Là. Mon collier, par exemple, là, je suis pas sûre que je le retrouverai quelque part d'autre. Non. Parce que je l'ai eu dans un magasin de seconde main. Exactement. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais les chances sont minimes. sont beaucoup moindres, oui. Alors, dis-moi, quels ont été tes défis? J'ai envie de savoir parce que, oui, les mentalités ont changé, mais tu fais de l'éducation aussi pour que ces mentalités-là changent. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres défis? Ben oui, au début, c'était plus... c'est ça, c'était beaucoup... moi, j'aime pas ça, puis tout ça, associé à... C'est pas agréable. Donc, moi, c'est ça, j'ai travaillé très fort pour rendre l'expérience client agréable. J'ai pensé, qu'est-ce que moi, j'aime ou j'aime pas quand je vais magasiner. Donc, c'est un peu ça que je veux faire. Je pense aussi que le fait que j'ai ma formation de styliste et que j'ai travaillé dans ce domaine-là, ça aide beaucoup. Parce que les gens, ils vont te bien conseiller. Moi, comme je dis toujours à mes clientes, je veux pas que tu achètes quelque chose puis que tu vas... On n'a pas sorti quelque chose d'un garde-robe qui n'était pas porté pour le remettre dans un autre garde-robe et qu'il ne soit pas porté. Le but, c'est de porter. Si tu n'es pas certaine, prends-le pas, pense-y. Puis si tu y penses encore dans 2-3 jours, rappelle-moi. Mais moi, je veux que les gens portent les vêtements qu'ils achètent. Je trouve qu'on devrait aimer tous nos vêtements dans notre garde-robe. Donc, comme ça, on arrive le matin, on peut prendre n'importe quoi, puis on est content. Ben oui. Et puis, t'as les gens qui viennent en magasin, qui sont avec toi même depuis 6 ans, est-ce que c'est les mêmes clientes qui sont là? J'en ai, oui. J'avoue que mes clientes sont très fidèles. Puis il y en a même qui deviennent... Ça dépend du service aussi qu'on reçoit. Oui, il y en a même qui deviennent presque des amis, là, dans le fond, parce que à chaque saison, je me souviens quand j'étais la saison d'avant, donc on bâtit leur garde-robe, je connais leur style. Des fois, je reçois des morceaux. Oui, ça c'est pour elle. Oui, c'est pour elle. Je vais lui envoyer une photo, un texto avec.
Donc, mais là, j'en ai beaucoup de nouvelles aussi. Là. De plus en plus, c'est le bouche à oreille. C'est ça, les médias sociaux, ça aide beaucoup. J'essaie d'être assez active aussi. Mais c'est beaucoup le bouche à oreille. Donc, et là, c'est le fun parce que j'ai 2-3 générations. J'ai souvent une mère qui va venir avec sa fille ou l'inverse, une fille qui va apporter sa mère parce que j'ai différents styles, différentes grandeurs, différentes gammes de prix aussi. Donc, j'essaie de vraiment... ça a changé. Au début, c'était beaucoup du 35-45 ans, mais là, je dirais que ça a élargi entre 25-55 et j'ai des clientes plus jeunes et des clientes plus âgées. J'ai une très bonne cliente qui a 80 ans et elle s'habille vraiment bien. C'est tellement inspirant. C'est comme ma muse. Elle est toujours chic. Hein? Oui, je me dis, c'est sûr qu'à 80 ans, je veux m'habiller aussi bien moi aussi. Puis ça crée des relations. Autre chose que je trouve aussi assez intéressante que tu as mentionné, c'est ta présence sur les médias sociaux. Bien, moi, je t'ai découverte dans le droit à faire de janvier 2022. Oui. C'est comme ça qu'on a pris contact, mais ta présence sur les médias sociaux, je pense que c'est ça, c'est le point où est-ce que tu rejoins la jeunesse le plus. Oui, probablement. Puis ma clientèle cible était beaucoup sur Facebook, mais là, je travaille beaucoup sur Instagram aussi. Donc, la génération plus jeune est là. Donc, c'est sûr que là, il y en a tellement de médias sociaux. Fait que là, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ces deux-là parce que ça demande du temps, la présence sur les médias sociaux. Donc, éventuellement, je dis pas que je vais pas en développer d'autres, mais là, c'est les deux pour l'instant que je priorise. Alors, les gens qui vont voir la boutique vont aller sur le site web www.luxunique.ca. Est-ce qu'ils peuvent commander en ligne? Oui, c'est un site transactionnel et il y a l'option aussi de, s'ils ne veulent pas faire la livraison, s'ils sont dans la région, de venir le chercher aussi. Donc, mais là, j'ai des clientes un peu partout. Surtout, là, je suis en train de traduire mon site web, donc je veux ouvrir tout le Canada. Oh. Là, il est en français, mais j'aimerais... Oui, donc je veux pas me limiter à la région. Donc là, j'ai beaucoup de clients dans la région, dans le nord de l'Ontario, d'où je viens, et Montréal, Shawinigan, des places comme ça aussi. Alors, des gens, est-ce que tu as déjà eu des gens qui viennent de l'extérieur de notre région pour venir te visiter? Oui, c'est arrivé justement de Montréal qui m'ont appelé, on dit on va faire une visite en Outaouais, on aimerait aller voir. Wow. Donc oui, ça arrive souvent. Ma fille habite le quartier ou ma fille a entendu parler de toi. Donc félicitations, oui. On est content que ça commence à bouger. Et puis j'ai envie de savoir avec la COVID, est-ce que ça n'a pas été difficile parce que oui. Oui, ça a été difficile. Ça a été un recul. J'avoue que ça a été difficile. Une chance que moi, j'avais déjà mon site transactionnel. Donc, j'ai vendu le dernier pan de la COVID, la dernière année, j'ai vendu beaucoup en ligne. Mais c'est certain que moi, j'avais des vêtements de travail, beaucoup de tailleurs, des robes cocktails. Il n'y avait plus d'événements. Les gens travaillaient de la maison. Donc, j'ai modifié un peu mon offre. J'ai encore tout ça, mais j'ai beaucoup plus de casual chic, si on peut dire. Donc, un peu comme qu'est-ce que tu portes. J'adore ta robe. J'adore ta robe, ton collier. Donc, j'ai des jeans, des leggings, mais rien qu'on mettrait pour aller au gym, là, quand même, là. Mais vu que les gens sont... Bien là, on recommence à aller au travail, mais beaucoup en mode hybride. Donc, mais je sens la volonté des gens de recommencer à s'habiller. Ah oui. Oui, là, je pense que les leggings puis les cotons ouatés, c'est correct, là, mais il y en a assez vu. Puis on se sent un peu mieux quand on est habillé un peu plus chic. Je sais pas, il me semble qu'on sent... Ça fait du bien à l'âme. Oui. Comme tu te sens belle, je parlais pour les femmes, tu te sens belle devant ton miroir. Parlons des femmes, là, ta public cible, c'est vraiment les femmes. Oui. Mais est-ce que tu as des visites des hommes, par exemple, qui veulent faire des surprises, des petits cadeaux? Oui, ça arrive où il y en a... J'ai des clientes que c'est leur conjoint qui magasine pour elles. Pour vrai? J'en ai certaines qui arrivent, puis c'est eux qui sortent. C'est eux qui ont l'œil, puis qui sortent des items puis qui leur font essayer ou qui... Bon. Oui, ça arrive. C'est pas la majorité. Mais oui, et puis ils sont très bons. Alors, ce qu'on veut lancer comme appel aux femmes qui nous regardent, c'est d'arrêter d'acheter pour acheter. Parce que souvent, quand tu regardes dans tes affaires, tu vois que tu peux trouver quelque chose de wow dedans, en jumelant des affaires. Oui, des fois, c'est juste qu'on a tendance à mettre les mêmes choses ensemble. Parce que c'est facile. Mettons, j'ai un... Je vais profiter des conseils, alors. Oui. OK. Souvent, j'ai un T-shirt rouge ou une blouse rouge, je la mets tout le temps avec mon pantalon noir.
Mais peut-être que tu as une petite jupe cognac ou que tu as un pantalon kaki qui pourrait être le fun. J'ai l'impression que je suis en train d'être indexée, mais bon. Non, pas du tout, c'est normal. C'est normal correct, parce que c'est facile. Le matin, souvent, on est pressé. Fait ah oui, ça, je le sais que ça va avec ça. C'est beau, je l'ai déjà porté. Donc, quand on fait notre changement de garde-robe de saison, c'est un bon temps. Souvent, on resserre nos vêtements. Puis c'est bon temps d'essayer de se faire des nouveaux ensembles. Des nouveaux ensembles, oui. Ouais. Puis des fois, on est surpris. Parce que c'est juste qu'on n'a pas osé, puis on le met, puis on est comme « Ah oui, finalement, j'aime ça. » Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces informations. Tu es aussi styliste, donc on invite les gens à passer te voir à la boutique. Et puis, pour les gens qui nous regardent à la maison, le site web, si vous êtes partout au Canada, parce que la boutique dessert partout au Canada à partir de maintenant, www.boutiqueluxeunique.ca. Vous pouvez aller sur le site web. Il n'y a pas juste, on n'a pas parlé de ça, mais je vais le dire, il n'y a pas juste des tenues. Vous avez des colliers, vous avez des chaussures aussi, vous avez sac à main, vous avez de tout, mesdames. Encore une fois, le site web, c'est le www.boutiqueluxeunique.ca et il livre partout au Canada. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, j'ai quelques informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodia. Oui, c'est passé vite, Yves. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Afin d'éclairer votre choix, TV Rogers a invité pour vous les candidats à la mairie de la Ville d'Ottawa afin qu'ils partagent leur programme électoral. La campagne locale, les candidats à la mairie, ce soir 18h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Sylvain, autrice, artiste et responsable des éditions David. Je vous y attends. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. J'aimerais juste vous rappeler que le nouveau programme francophone de doctorat premier cycle en pharmacie est en ce moment ouvert à tous. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 septembre 2022 et vont s'étendre jusqu'à janvier 2023. Vous avez encore quelques mois pour vous inscrire. Aussi, vous parlez du projet de cohabitation intergénérationnelle lancé par Mireille Leroux, qui est de l'organisme Habitation Partagée Mirella et fait d'excellents jumelages. Et pour avoir accès à toutes ces informations sur les jumelages et quelle est la vision de ce projet-là, vous pouvez visiter son site web, c'est le www.hpmirella.ca. Et concernant les cohabitations intergénérationnelles, il y a une belle discussion qui s'en vient pour le 28 septembre, donc ce mercredi à 18h30. C'est organisé par le Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Leur site web pour avoir le lien de connexion, c'est le www.coaottawa.ca. On a aussi parlé de la boutique Luxe Unique. Vous pouvez aller sur le site web www.boutiqueluxeunique.ca. Aujourd'hui, je suis habillée par Stéphanie Design Davis. Vous pouvez avoir accès à elle au www.sdavisdesign.ca. Et nous, on se voit demain à partir de 11h en live. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé,
même paralysés. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides. Inébranlables, comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.